Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 21 avril. Un foyer de grippe aviaire en Haute-Savoie sur la rive sud du lac Léman contraint les autorités cantonales à prendre des mesures dans le canton de Genève mais aussi dans le district de Nyon. Quelles incidences pour les éleveurs du district? On en parle avec le vétérinaire cantonal en plateau. Ensuite, on ouvre une page de sport. Malika Gobet a remporté 2 médailles lors des derniers championnats suisses de natation. Alexandre Caporal la reçoit en plateau. De l'eau, on passe au théâtre avec la page culture, puisque le théâtre de Grandchamp pourra lui aussi retrouver son public et il le fera avec le spectacle L'Opéra dans tous ses états. Rendez-vous les 28, 29, 30 avril, mais aussi le 1er mai. Cours de chant en plateau avec la soprano et le baryton. Un foyer de grippe aviaire en Haute-Savoie sur la rive sud du lac Léman contraint les autorités cantonales à prendre des mesures à Genève, mais aussi dans le district de Nyon. Les zones de contrôle s'étendent d'Hérémence à Céligny et de Mi à Gland, comprenant les communes de Communy, Copec, Rans, Founet, Nyon, Prangin et Tannay. On en parle avec le vétérinaire cantonal, Giovanni Peduto. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, depuis octobre dernier, plusieurs cas de grippe aviaire en Europe. On a cité également la Haute-Savoie, aussi un cas détecté dans le canton de Chafouz. Qu'est-ce qui se passe précisément chez nous ? Alors, avec la migration des animaux, des oiseaux sauvages, effectivement, on a connu beaucoup de foyers en Europe, que ce soit les oiseaux sauvages, que ce soit les animaux de rente. Le premier cas qui s'est approché de chez nous, c'est ce cas en Haute-Savoie. Et sur la base de ce cas, on prend des mesures pour protéger nos animaux de rente, notre volaille de rente, parce que le problème de cette maladie, c'est effectivement les dégâts qu'elle peut causer sur la volaille en règle générale, sur la volaille domestique, et donc par la suite les éventuels problèmes économiques que ça pourrait générer à la branche si on introduit la maladie dans notre effectif. Oui, alors on va un peu dégrossir le sujet, mais on va rentrer tout de suite un peu dans l'aspect un peu plus émotionnel. Est-ce qu'il existe un risque de transmission à l'être humain ? Aujourd'hui, on est vraiment en train de parler d'une maladie animale. C'est une souche H5N8. Il n'y a aucun indice que ce type de virus se transmette à l'homme. En revanche, on sait désormais qu'il se transmet à la volaille, raison pour laquelle on se doit de prendre des mesures de précaution. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a tout cet aspect émotionnel lié au Covid. Est-ce que vous sentez justement que les gens, ou peut-être même les agriculteurs, sont plus inquiets par rapport aujourd'hui à la grippe aviaire ? Alors, le problème des agriculteurs, c'est effectivement que leur cheptel est touché. Mais on n'est absolument pas dans une question, dans une maladie zoonotique pour le moment. On est vraiment dans une maladie qui crée des problèmes économiques lorsqu'on travaille avec des animaux de rente. Des problèmes économiques, parce que c'est-à-dire que ces animaux-là, malades, il faut les abattre? Alors, il y a deux raisons. La première chose, c'est que les animaux sont malades, donc on parle de volailles, leur croissance en termes production de viande ou leurs performances de ponte seront très diminuées. Et deuxième volet, c'est que finalement, vu que cette maladie, on veut l'éradiquer, on ne va pas vivre avec. Il y a des mesures extrêmement incisives qui sont prises sur le troupeau concerné. Et les mesures incisives, ce sont l'euthanasie des animaux sans mise en valeur de la carcasse. Alors, on va passer dans l'aspect un peu plus info-service. En quelques chiffres, 9 communes de notre région sont contrôlées. 7 communes sont en région d'observation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on crée différentes zones en fonction de l'éloignement des rives du lac. Pourquoi ce lac ? Parce que finalement, le réservoir principal du virus, ce sont les oiseaux sauvages et particulièrement les oiseaux d'eau. Donc, on va prendre près des rives du lac, dans une zone de contrôle, des mesures concrètes qui visent à éviter tout contact entre notre volaille de rente et les oiseaux sauvages. Et ensuite, sur une région qui est un tout petit peu plus éloignée du lac, à peu près à 3 km, on va plutôt observer, le risque est moindre, et on va observer comment évolue la situation. Est-ce qu'il y a une mortalité anormale, des symptômes anormaux au niveau de la volaille de rente. Alors, dans les chiffres que vous nous avez donnés, vous nous expliquez que 2 exploitations détiennent environ 75% des animaux de la région. En tant que vétérinaire cantonal, comment vous suivez justement ces exploitants-là ? Vous venez, vous vous déplacez, vous venez discuter avec eux ? Alors, on est dans une région aujourd'hui où on a effectivement essentiellement des structures ou des détenteurs de hobby. Nous avons 2 structures professionnelles qui produisent de la viande, qui produisent des œufs.
Les structures professionnelles sont déjà surveillées tout au long de l'année par des prélèvements qui sont effectués à l'abattoir. Il y a d'autres prélèvements qui sont effectués sur les oiseaux sauvages, notamment sur les animaux qu'on retrouve péris. Aujourd'hui, sur ces exploitations professionnelles, vu l'évaluation du risque qui est le nôtre, notamment lié au fait qu'on est en fin de période de migration, on ne va pas effectuer d'emblée un dépistage. On va plutôt se baser sur les annonces d'oiseaux péris, et c'est sur ces animaux-là qu'on va faire de manière très ponctuelle et très ciblée des dépistages. En revanche, on ne va pas s'intéresser à faire des sondages pour le moment dans des exploitations qui ne nous ont pas annoncé des symptômes particuliers. J'aimerais qu'on rentre un peu plus encore, si vous le voulez bien, dans les mesures concrètes. Aujourd'hui, les exploitants, alors s'ils ne se sont pas annoncés, ils doivent s'annoncer à un numéro, l'OSAV, le 022 388 71 71. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Alors l'annonce de l'effectif est extrêmement important, mais surtout le devoir d'annonce en lien avec une suspicion. Si quelqu'un a des animaux qui présentent des symptômes évocateurs de la grippe aviaire, alors on a des symptômes spécifiques qui sont les symptômes respiratoires, qui peuvent être de la diarrhée, de la fièvre, mais on a des symptômes plus généraux type mortalité accrue, diminution des performances de ponte ou d'engraissement. Les détenteurs ont ce devoir d'annonce. Ils doivent s'adresser à un vétérinaire traitant, au service vétérinaire, et nous informer de cette anomalie. Sur cette base-là, on va mettre en place les vérifications nécessaires. Enfin, une question qui peut paraître très bête, mais si on découvre un animal, un oiseau mort, qu'est-ce qu'on fait ? Si on découvre un oiseau mort, il faut l'annoncer. On peut l'annoncer à la gendarmerie, on peut l'annoncer aux surveillants de la faune, aux gardes-pêche. Pourquoi ça ? Parce qu'on va faire une analyse. Il ne faut absolument pas le toucher, on va s'en occuper. Mais nous, dans le cadre de cette surveillance, cette détection précoce qu'on veut exercer sur le terrain, on va faire une analyse sur cet animal qui est extrêmement intéressant. Cette année, on a déjà procédé à une dizaine d'analyses de ce type sur des oiseaux qu'on nous a annoncés péris. Pour le moment, tout est négatif. Tout est négatif et on le ressent, hein, tout est sous contrôle, vous nous le dites, Giovanni Peduto. Alors dans le calendrier maintenant, parce que c'est vrai qu'on fait ces annonces qui peuvent parfois inquiéter la population, en termes de calendrier, qu'est-ce qui va se passer et à partir de quel moment est-ce qu'on se dira, ben voilà, c'est bon, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre ? Alors le calendrier nous est plutôt favorable parce que finalement, comme je le disais avant, le problème est lié à la migration des oiseaux et on se retrouve vraiment à la fin de la période. On prévoit ces mesures jusqu'à peu près au 15 mai. Le 15 mai est quand même une période qu'on envisage parce qu'à ce moment-là, vraiment, cette migration s'est achevée. Et quand je parle de migration, on peut quasiment dire que les oiseaux d'eau le réservoir qui nous intéresse s'est déjà déplacé. Arrivera encore d'autres oiseaux qui sont peut-être un tout petit peu moins importants, intéressants pour la propagation de cette maladie. Mais voilà, on arrive vraiment en toute fin de période. C'est très bien pour nous et probablement, passé ce cap, on pourra envisager la suite très sereinement. Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. Merci beaucoup. Les championnats suisses de natation ont eu lieu début avril à Uster. Plusieurs nageuses et nageurs de la côte se sont distingués, dont la jeune Malika Gobet. La nageuse de 17 ans, originaire de Crampres-Séligny, a remporté 2 médailles d'argent, respectivement en 50 mètres et en 100 mètres d'eau. Elle se classe donc vice-championne suisse. Elle a battu ses objectifs en papillon et en crawl. On en parle avec elle en plateau. Bonjour Malika. Bonjour. Malika, dis-nous alors, est-ce que tu es contente de ces résultats ? Alors, globalement, c'est des bons championnats suisses. Je suis contente de mes résultats. Je suis un peu déçue des résultats que j'ai fait en dos. Mais je pense que c'est normal avec tous les changements que je suis en train de subir, que je suis en train d'avoir. Avec le Covid notamment, les arrêts, ce genre de choses, de compétition de l'an dernier. J'ai aussi changé de club, ce qui fait aussi pas mal de changements de coach. Tu étais à Nyon et tu es passée à Genève, c'est ça, hein ? Oui, exactement. Et tout ça, ça fait qu'il y a des nouvelles choses qui s'installent, des mauvaises habitudes qui s'enlèvent, plein de petites choses qui font que je vais me réhabituer.
Ouais. Mais après, en crawl et en pape, j'ai fait des bons résultats. Ouais. En crawl et en papillon, parlons du dos. Tu dis que, alors malgré les médailles d'argent, tu es un petit peu moins contente, on va dire, de tes chronos, tout simplement parce que tu n'as pas battu tes records personnels et tu étais un tout petit peu en dessous, mais quand même médaille d'argent, ça fait quelque chose. Vice-championne suisse, on l'a dit. Oui, je suis contente, très contente même. Ouais. Ça fait quelque chose, j'imagine. En papillon et en crawl, du coup, là aussi, alors là, pour le coup, tu as battu tes objectifs et tes records personnels. C'est encourageant pour la suite sur ces disciplines? Franchement, oui. En pape, vraiment, je m'attendais vraiment pas à faire le temps que j'ai fait. Je pensais que j'allais passer sous les 28, mais de faire 27,56, je m'y attendais pas. Mais je suis très contente. Ça veut dire quoi pour la suite? Ça veut dire que tu vas peut-être diversifier un peu les disciplines, ou bien est-ce que tu vas te dire non, moi je dois rester une sprinteuse en dos? C'est quoi les objectifs pour la suite justement? Je pense qu'il faut quand même que je me diversifie, pas que je reste que sur le 50 mètres d'eau. Je sais que je dois aussi faire le 200 mètres pour ouvrir mes capacités pour mon 100 mètres. Et le pape et le crawl, je prends toujours du plaisir à le faire, alors ouais. Je vais continuer à le faire. Ouais. Donc on l'a dit, médaille d'argent. La médaille d'or, elle est détenue donc, en 50 et en 100 mètres d'eau par la sprinteuse Nina Coste, mais qui est bien plus âgée que toi, qui a 25 ans il me semble. Toi, tu t'en as que 17. Qu'est-ce qu'il va te falloir pour la battre et pour être première la prochaine fois? La meilleure sprinteuse suisse. Il va me falloir beaucoup d'entraînement déjà. Et la motivation, garder la motivation et garder les objectifs en tête. Comment ça se passe justement dans ce nouveau club d'entraînement à Genève? Comment tu te sens maintenant? Comment tu évolues? Et qu'est-ce qui a changé au niveau de ton mental? Alors, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Je suis beaucoup mieux entourée. En fait, en intégrant le GN 1885, j'ai intégré le projet olympique du GN. Ouais. Ça veut dire que l'objectif, c'est Paris 2024. Et jusqu'à Paris 2024, c'est l'objectif. Je vais être entourée par mes deux coachs, Clément Bailly et Laurent Trinca, et toute la structure autour du GN, les secrétaires, tout. J'ai une structure professionnelle maintenant. Ouais. Donc là, tu sens que ça se professionnalise vraiment de plus en plus, alors que tu n'as que 17 ans. Tu es encore au gymnase. Il faut allier les deux. C'est compliqué, justement. Est-ce que tu mises tout, là, maintenant, sur ta jeune carrière sportive pour Paris? C'est compliqué, les deux, mais je sais qu'il faut que je continue à faire des études, parce que si maintenant je me dis j'arrête les études et je fais que la natation, si un jour je me blesse ou qu'il y a un problème, je me retrouve avec rien du tout. Recommencer à zéro. Faut assurer ses arrières, quoi. Ouais. J'ai pas envie de recommencer à zéro. Ouais. En plus, avec ton jeune âge, c'est le moment d'assurer les arrières aussi. Donc, tu l'as dit, l'objectif, on l'a compris, Paris 2024. Du coup, tu auras 20 ans à ce moment-là. Progressivement, justement, ça pourrait te permettre d'améliorer encore tous tes chronos durant ces 3 prochaines années. En revanche, les JO de Tokyo, cette année, c'était trop tôt, tu n'y participeras pas? J'y participerai pas, c'était trop tôt. Ouais. Pourquoi? Je suis encore jeune. 17 ans. En plus, c'était censé être l'année passée. Ouais. Alors, c'était trop tôt. Ouais, c'est ça. En fait, c'était les qualificatifs d'avant, justement. Mais là, on voit aujourd'hui que les chronos, les médailles, donc ça commence à donner le tour. Mais l'échéance est trop rapide pour cet été, en fait. C'est ça. Hein. Il y a encore du chemin à faire. Ouais. Il y a encore du chemin aussi avec les championnats d'Europe. On peut en parler. Les championnats d'Europe qui ont lieu cet été en juillet. C'est où, d'ailleurs? C'est les championnats d'Europe junior et c'est à Rome, en Italie. D'accord. Et donc là, objectif, top 10, top 5 J'aimerais bien faire... il y a 2 ans, j'ai fait les championnats d'Europe junior, c'était à Kazan. Ouais. J'ai fait une demi-finale. Du coup, j'étais dans les 16 premières. Et cette année, j'aimerais bien faire une finale, être dans les 8 premières. D'accord. Ok, on croise les doigts pour toi. Et avant ça, y a des entraînements. Il y a d'autres compétitions aussi. Et notamment, entraînement, je crois que tu pars justement pour un camp d'entraînement dans les Canaries. Qu'est-ce que ça apporte justement de partir à l'étranger comme ça en camp d'entraînement? Alors franchement, ça fait du bien parce que ça permet de changer d'air. Surtout avec le Covid, on ne peut plus trop voyager. Mais nous, justement, on a de la chance. Ça nous permet de voyager et de continuer à pouvoir changer d'air et tout ça.
Et en plus, là, on part au soleil, alors... Ah ouais, se ressourcer un peu, mais quand même garder en tête tout le travail de l'entraînement. La prochaine compétition pour toi, Malika, ce sera du 30 avril au 3 mai en Autriche, à Vienne. Qu'est-ce que c'est comme compétition ? C'est une compétition avec l'équipe suisse junior, parce que je suis encore dans l'équipe suisse junior. Je me suis déjà qualifiée pour l'année prochaine, ça sera l'équipe suisse élite, mais là c'est l'équipe suisse junior. Et c'est une compétition, parce qu'en fait cette année on n'a pas encore eu de compétition avec l'équipe suisse. Alors c'est quand même pour faire le team building, histoire que l'équipe suisse soit solide, quoi. C'est ça. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup Malika d'avoir été avec nous. Bravo encore pour tes médailles au championnat suisse. Et puis on va suivre avec grand intérêt ton parcours pour ces prochaines compétitions et puis pour les JO de Paris 2024 du coup. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Feu d'artifice vocal et d'humour avec Comique Opéra. La compagnie met l'opéra sans dessus, dessous avec son spectacle L'Opéra dans tous ses états. À voir les 28, 29, 30 avril et 1er mai au Théâtre de Grandchamp à Gland. On en parle avec nos deux invités. Léana Durnay, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. David et Thierry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous deux co-directeurs de la compagnie Comique Opéra, mais on va parler de ce spectacle en plus loin, plus poussé, en chantant un peu en tout. C'est l'opéra dans tous ses états. Qui peut nous dire un petit mot de présentation d'abord ? Alors, l'opéra dans tous ses états, c'est une sorte de récital amélioré où deux chanteurs d'opéra ont envie de faire un récital et finalement le récital ne se déroule pas exactement comme chacun l'avait imaginé. Et puis, donc, l'Opéra dans tous ses états, c'est notre première création qu'on a fait en 2010 qui mélange opéra, humour et donc stand-up, des parties stand-up qui sont assumées principalement par David. Ouais, parce que vous avez l'habitude de mélanger comme ça un peu les genres. Pourquoi ? On aime bien se lancer des défis et on est aussi passionné par l'opéra. Et souvent, on a cette image de l'opéra qui n'est pas accessible ou pas drôle ou réservé à un public très précis. Et on voulait montrer avec soit des mises en scène originales, soit effectivement des groupes de personnes sur un même spectacle de mondes très différents qu'on peut vraiment proposer un autre regard sur l'opéra, le rendre très attractif et très moderne. Et qu'en fait, c'est très, très drôle. Et souvent, les personnes qui viennent voir nos spectacles ont l'impression soit qu'on a réécrit des partitions de musique parce qu'ils disent « Ah, moi, j'aime pas trop l'opéra, mais ça, j'ai adoré. » Alors que dans nos spectacles, on touche vraiment pas les partitions. En tout cas, là, l'opéra dans tous ses états, c'est 1h15 de musique, il y a 1 heure d'opéra. C'est exactement les partitions comme elles ont été écrites il y a plusieurs centaines d'années. Mais quand on vient voir le spectacle, on a l'impression, effectivement, que c'est quelque chose d'assez moderne Mais est-ce que ce genre de lyrico-comique comme ça, c'est un peu, je vais être provocante, mais l'opéra pour les nuls ? Ouais, non, c'est pas provoquant. L'opéra, ça doit rester quelque chose de populaire à la base, dans le bon sens du terme. C'était vraiment fait pour tout le monde. C'était la musique qu'on aurait pu écouter à la radio. Il n'y avait pas la radio, mais si Mozart avait pu le faire, on aurait entendu ses tubes à la radio. Donc, c'est effectivement, est-ce que c'est l'opéra pour les nuls? Peut-être. Mais aussi, il faut préciser qu'il y a différents niveaux de lecture dans nos spectacles. Donc, autant les personnes qui n'y connaissent rien et qui veulent découvrir vont y prendre du plaisir, que les connaisseurs vont voir d'autres choses que peut-être des personnes qui ne connaissent pas ne peuvent pas voir. Mais jamais personne n'est laissé sur le bas-côté en disant « Ah, ce gag-là, je ne peux pas le comprendre ». Par exemple, il y a des gags, il y a un gag, et je crois qu'il y a une seule personne sur les 220 représentations qui a compris le gag parce qu'elle a vu la référence par rapport à ce... Mais voilà. Parce que artistiquement, il faut dire, c'est vrai que c'est très dur ce que vous faites, parce que vous passez d'un genre à l'autre, d'un rythme différent aussi, d'un style totalement différent. C'est pas comme si on allait voir un opéra où voilà, l'artiste est dans une seule ambiance. Là, il faut switcher et ça va même parfois très très vite. D'autant plus que vous rajoutez du stand-up. Oui, c'est de toutes nos créations. Je pense que c'est le spectacle le plus difficile vocalement, en tout cas, qu'on ait fait. Parce qu'il y a énormément de pièces d'opéra différentes, mais d'époques différentes, du coup de styles différents, de langues différentes. Et en plus, ce mélange avec le côté stand-up, où il faut parler un petit peu quasi normalement, pas comme le ferait un chanteur d'opéra. Ouais. Et du coup, oui, ça fait pas mal de petits, comment dire,
Challenge. De petits challenges, Je voilà. pense qu'on était jeunes et inconscients. C'est ça. Je pense que maintenant, on le ferait plus. Voilà, En plus, vous êtes tombé dans le monde de l'opéra totalement par hasard. On va en parler d'ici quelques instants. On fera peut-être même un petit cours de chant. Mais je vous propose déjà tout de suite de commencer par regarder un extrait. Ça s'appelle L'opéra dans tous ses états. On est parti pour une rétrospective d'opéra, 4 heures d'opéra, ça va être sublime. 4, 3, 2, en tout cas une bonne heure et quart. On va traverser les opéras, vous n'allez même pas vous rendre compte, non, on va aller vite, ça va être une sorte de pyrotechnie vocale. Ça va faire très mal. Alors, je vous avoue que là, ils me disent le stress parce que c'est des images Il va falloir faire tout ça. C'est ça, c'était des images qui étaient tournées il y a 10 ans. Vous étiez jeune, inconscient, c'est ce que vous disiez. Bon, moi, j'ai pas beaucoup changé. David, vous me disiez juste avant de commencer cette interview que votre rêve à vous, c'était d'être une pop star. Ouais. Comment est-ce qu'on passe de pop star à chanteur d'opéra? Je sais pas, jusqu'à mal tourner, je sais pas, c'est vrai. Moi, j'ai commencé le chant, je faisais du chant, j'écrivais des chansons hyper déprimantes avec ma guitare, j'avais 16 ans. Et il y avait le départ de Graines de Star sur M6, c'est Télécrochet, et je me suis dit, tiens, moi je vais prendre quelques cours au conservatoire, histoire de m'améliorer, et après je vais avec mes chansons déprimantes là-bas, et je vais devenir une star. Et entre-temps, j'ai été au conservatoire, je suis tombé chez un professeur de chant qui m'a fait tomber amoureux de l'opéra. Ouais. Et du coup, je suis resté coincé sur l'opéra et j'ai changé mon plan de carrière, quoi. J'ai arrêté. Moi, j'étais vraiment parti sexe, drogue, rock'n'roll. Du coup, on était plus sur gaine. Autre ambiance, deux salles, deux ambiances quand même là. Ouais. Gaine en plastique, thé chaud. Enfin voilà, c'est pas le même. Mais bon. Léana, c'est aussi, c'est en étant dans une chorale que vous êtes tombée amoureuse de l'opéra. Oui, c'est ça. C'était quoi le cours de musique opéra? Qu'est-ce qu'on vous apprend dans les premiers cours? Là, en plus, c'était vraiment la chorale de l'école. Ouais. Et puis après, on est dépendant en fait du chef de chœur. Et là, il se trouvait que la chef de chœur, c'était elle était chanteuse d'opéra. Et du coup, à travers ça, j'ai découvert l'opéra à travers elle. Et c'est-à-dire, vous avez fait une note comme ça. Et on vous a dit, oh, mais super, elle a une belle voix, c'était ça? Non, moi je chantais dans le... Je chantais comme une enfant, donc c'est-à-dire avec une voix blanche, ce qu'on appelle des sons tout simple. Et puis, c'est plus l'envie d'être attirée par cette musique que du coup, je me suis dit, je vais commencer à prendre des cours de chant. Et après, j'ai commencé à prendre des cours. Et moi, je vois assez la voix comme il faut l'imaginer comme un sportif qui s'entraîne beaucoup, et puis à force, les muscles se développent et du coup la voix devient forte, devient sonore. Et souvent les gens pensent que les chanteurs d'opéra naissent avec une voix directement comme ça, mais non. Justement, ça vient en travaillant de ces entraînements, parce que là c'est vrai que tous les artistes posent forcés. Ce sera votre peut-être retour sur scène après un long moment. Comment ça se passe? Non, ça a été compliqué parce qu'on a passé quand même un mois sur un canapé, un an sur des canapés. Ouais. Hein, au lieu de... Non, c'est vrai que c'était une période un peu compliquée. De toute façon, pendant toute l'année, nous, on doit s'autodiscipliner pour travailler, pour avoir une hygiène de vie la plus saine possible, pour assumer toutes les dates de spectacle, puis avoir des voix qui restent fraîches. Et c'est vrai que cette période a été longue et c'était compliqué de se motiver alors que les projets s'annulaient les uns après les autres, ils étaient repoussés. Et, c'était dur. Il a fallu garder un mental assez fort pour pouvoir continuer à travailler. Mais David, très franchement, vous y êtes. Le sexe, on peut garder. Le rock'n'roll aussi, c'est juste les drogues. Après, voilà. Alors, attention, on se drogue beaucoup à l'opéra. On se drogue beaucoup, ça se sait très peu, mais n'y touchez pas les enfants. Bon, un mot enfin finalement, parce qu'il faut retenir les dates, c'est important. 28, 29, 30 avril et 1er mai au Théâtre de Grand Champ. Pour convaincre les gens de venir vous voir, Léana, qu'est-ce que vous leur dites? Mais vous avez été confinés, on n'a pas pu voir de spectacle, mais venez vous faire du bien. Notre spectacle devrait être recommandé par les caisses maladie. C'est quelqu'un qui nous l'a dit. Rire, ça fait du bien. Et avec nous, on rit pendant 1h30. En plus, c'est presque une représentation privée, parce qu'en ce moment, ils vont être très peu, donc on va les chouchouter, quoi. Vraiment, voilà. Ils vont passer une soirée exceptionnelle. Et nous aussi. Surtout nous, on va passer une soirée exceptionnelle. Des gens qui sont là. C'est notre sortie de l'année. Ah oui. Ça pouffe. Ouais. On va en mettre
que ça. Ça s'appelle l'Opéra dans tous ses états et c'est à voir au Théâtre de Grandchamp. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'est fini pour la quotidienne du 21 avril. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. D'ailleurs, on se retrouve demain. Excellente soirée à tous.